Nicolas, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir de partager ce moment avec toi, vraiment. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, un off sport qui est un 100% sport puisqu'on est aujourd'hui venu à ta rencontre. Tu es arbitre international de basket et on va évoquer avec toi énormément de sujets, le dépassement de soi, la résilience, la gestion du conflit, la gestion du stress aussi puisque ça génère énormément de stress d'être, j'imagine, au milieu d'une salle entourée de 23 000 personnes à Belgrade, par exemple. Ça doit être quelque chose d'assez prenant. Donc tout ça s'apprend. Et on va voir tout ça aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu peux te présenter pour le grand public qui aujourd'hui ne suit pas les événements sportifs tels que le basketball? Oui. Donc je m'appelle Nicolas Maestre, j'ai 51 ans, je vis à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, et voilà, je suis marié avec Annelise et trois enfants qui ont 21 ans, Apolline la plus grande, Achille qui a 18 ans et Hortense qui a 14 ans bientôt en janvier. D'accord. Je suis arbitre, comme tu l'as dit, professionnel. Je travaille pour la Fédération française de basket. D'accord. Voilà, depuis 2005 maintenant, donc bientôt 20 ans. D'accord. Et c'est quelque chose qui était prédestiné, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une vie avant, une vie après le basket? La place de tout ça, lorsque tu étais enfant, il y avait des gens autour de toi qui étaient déjà des sportifs de haut niveau ou pas du tout? Alors, j'ai pas eu de sportif de haut niveau dans l'entourage familial, si ce n'est que j'avais deux amis d'enfance avec qui j'ai grandi depuis l'âge de 2 ans et demi à peu près, jusqu'à l'âge de 6 ans, qui sont eux devenus sportifs, footballeurs professionnels. Voilà, ils D'accord. ont joué, Vincent Petit et Jean-Christophe Petit, ils ont joué à Strasbourg et au TFC. D'accord. Donc voilà, c'était des amis, mais dans l'entourage familial, pas de sportifs professionnels, si ce n'est des oncles qui faisaient du vélo, mon père qui faisait du foot. Moi, je joue au foot avec mon frère dans le jardin. Voilà, toujours, euh, le sport a toujours eu de la place dans la famille, et c'est ce qui m'a attiré après, petit à petit, vers l'arbitrage du basket, mais on va en parler. Et l'arbitrage est arrivé vers quel âge exactement? Parce que c'est vrai que quand on est enfant, on pense surtout à devenir le numéro 9 de l'équipe ou maintenant aujourd'hui les Wembanyama, les Tony Parker à marquer des paniers, mais c'est vrai que de devenir arbitre, c'est pas courant. À partir de quel âge ça a commencé? Alors, c'est une bonne question. J'ai commencé l'arbitrage, en fait, dans un sport qui s'appelle le handball, qui est quand même le concurrent du basket Eh aujourd'hui oui, sur les sports co. c'est clair. Mais voilà, donc c'était du handball au tout départ à l'UNSS, au collège. Le prof de sport m'avait mis au sifflet avec mon meilleur ami, Guillaume. Et voilà, on avait arbitré des matchs de notre équipe dans laquelle on jouait. On était trop nombreux pour jouer, donc il fallait tourner un petit peu. Et quand on était sur la touche, on prenait le sifflet. Et petit à petit, euh, je suis arrivé en fait au basket parce que mon frère faisait du basket. Il est arrivé un an plus tôt au basket par rapport à moi, qui ne m'intéressait pas trop à ce sport au départ. Mais bon, à l'âge de 16 ans, je m'y suis mis aussi. Et D'accord. j'ai joué à Montauban, voilà, dans un club qui malheureusement s'est arrêté au bout d'un an. Et tous les cadets, on est partis dans une ville qui s'appelle Caussade, jouer pour le club de Caussade. Mais on était D'accord. 10 joueurs mutés et il fallait partager en fait le temps de jeu, puisqu'on avait droit qu'à 3 joueurs mutés par rencontre. Donc, en parallèle, pour faire jouer les copains, pour les aider, pour m'occuper, j'arbitrais. Donc, dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à arbitrer déjà de façon continue. Et ça t'a suivi sur ta vie d'adulte, j'imagine, en suivant un milieu amateur, en complément des études ou peut-être même en début d'activité professionnelle? Complètement. Donc, j'étais étudiant à partir de 17 18 ans, j'étais à la fac à Toulouse. Et en parallèle, donc j'allais arbitrer le week-end et puis je m'entraînais la semaine au basket. Et petit à petit, en fait, c'est dessiné quand même le fait d'aller arbitrer sur des niveaux championnat de France et puis le haut niveau. Euh, Ce qui est plutôt très intéressant parce que on sent que les portes du plus haut niveau, du niveau international s'ouvrent. Donc, ça donne envie de s'accrocher et de s'investir. Et avant d'être arbitre et arbitre reconnu, j'imagine que tu as eu une vie avant, donc tu parles d'études. Tu étais plutôt prédestiné à quel métier initialement? Donc, au départ, j'étais prédestiné à être chercheur.
D'accord, puisque j'ai fait une thèse en biologie cellulaire et biochimie. Je travaillais sur le cancer du sein, la leucémie, le cancer de la prostate. Voilà, je travaillais sur des agents antitumoraux qui d'accord. ciblaient les cellules cancéreuses, le but étant de les détruire de façon spécifique. Et donc ça s'est fait à Clos-du-Srégo, à Toulouse, sachant que le pôle cancer aujourd'hui a été délocalisé Hmm. maintenant au sud de Toulouse. Mais ensuite, je suis parti, puisque j'accompagnais ma femme, qui est conseillère principale d'éducation. Elle a été mutée en fait à Dunkerque, dans une D'accord. région qui était chère, Eh de oui, ce que je sais. tout à fait. Et, euh, et voilà, donc elle était allée travailler à Saint-Paul-sur-Mer, et moi, en fait, j'ai bifurqué à Oscar-Lambret, au centre anticancéreux à Lille. Donc voilà, D'accord. j'étais destiné à être chercheur à la base, mais c'était 10 heures par jour de recherche et 10 heures de basket. Ouais, Donc donc un compliqué à planning gérer. chargé, quoi. Voilà, tu vois à peu près ce que ça peut donner. Planning Ça très laisse pas chargé, ma beaucoup de fille qui place pour arrive. les biberons, quoi. C'est ça. Et les biberons, donc j'ai décidé de les donner et de stopper après la recherche une fois que j'avais passé mes 30 ans, sachant que la fédération m'a proposé à ce moment-là, en fait, un poste pour être formateur et arbitre professionnel. Ouais, j'imagine donc cette tangente a été prise à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un tel que toi au moment de faire ce choix de sortir du domaine du privé, on va dire, hein, du domaine du monde de l'entreprise. Là, tu étais chercheur à ce moment-là, et de partir du coup sur une carrière de pro, parce que ça devient donc un métier pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Comment se fait la bascule? Il faut prendre une décision qui va être importante pour sa vie, pour la vie de la famille. Les décisions, on est habitué et puis obligé d'en prendre sur le terrain. En quelques dixièmes de seconde, on prend des décisions qui sont capitales. Mais là, elle était celle-ci importante pour moi, à savoir est-ce que je continuais à mener deux vies en parallèle qui étaient difficiles à gérer ou est-ce que je stoppais une activité. Ça a été un peu, dans la famille, ça a été, je sais pas, peut-être pas compris comme moi, en tout cas, je voulais le vivre. C'était de vivre de ma passion. Et même si les deux activités étaient vraiment passionnantes, je me suis dit, je mise sur le basket. Voilà, c'est un choix que j'ai fait il y a plus de 25 ans maintenant, que je Ouais. regrette pas. Voilà, mais il fallait prendre cette décision assez vite, en effet. On ne se rend pas bien compte, nous, grand public. Aujourd'hui, tu es arbitre pro, ça induit, j'imagine, d'avoir une hygiène de vie irréprochable, d'avoir un suivi constant, voilà, d'avoir vraiment un cycle d'entraînement. J'imagine qu'il y a aussi un gros travail de vidéos fait avec tes collègues. Quelle est votre semaine type exactement en tant qu'arbitre pro? Donc la semaine type est très chargée. Euh, c'est vrai qu'un match qui dure 1 heure et demie, pour le spectateur ou le téléspectateur, ça paraît assez rapide et on enfile la chemisette, on prend le sifflet et on va arbitrer, mais c'est pas ça. En fait, arbitrer, c'est se préparer, c'est être prêt. Alors, prêt à arbitrer les joueurs, donc observer les matchs, télécharger les matchs précédents, regarder les équipes, les scouter pour savoir comment elles défendent, comment elles attaquent, quels sont les joueurs clés, quels sont leurs comportements, à quoi s'attendre, à quoi se préparer pour le match. Donc ça, c'est valable pour les deux équipes que j'arbitre. Sachant que demain, par exemple, je pars en Turquie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais travailler sur la partie technique. Je vais aller m'entraîner aussi, me préparer physiquement. C'est 3, 4 ou 5 sorties semaine. Ça dépend après des semaines. Plus les matchs, plus les déplacements. Un déplacement en Europe, c'est 3 jours. Donc, je vais partir demain en Turquie, rencontrer les collègues pour préparer le match avec eux sur place. Aller m'entraîner aussi physiquement là-bas. Aller au match, débriefer le match en vidéo avec l'observateur. Donc le lendemain du match, après, on revoit toutes les situations, on échange avec le trio. Euh, on rentre, on embraye sur le match qui suit. C'est 2 matchs semaine, parfois 3. Donc en fait, le rythme est très soutenu. C'est la préparation physique, la préparation médicale aussi, un peu de Bien sûr. kiné, d'ostéo régulièrement. C'est de la préparation mentale, beaucoup de travaux, beaucoup de formations. On a beaucoup de cliniques en ligne aujourd'hui, des travaux qui arrivent et auxquels on doit répondre. Donc en fait, voilà, et là je vous donne 10% de l'activité et c'est très très chargé. Tu parles d'un trio arbitral. Vous êtes tous les trois toujours ensemble ou pas du tout? Tu as parfois d'autres arbitres qui t'accompagnent pour ces matchs? Ça change à chaque match. En fait, il y a D'accord. très peu souvent, ouais.
on retrouve très peu souvent le même trio ou les mêmes collègues. Donc ça évolue, voilà, on switch de l'un à l'autre. Et donc il faut se réadapter, tout le temps s'adapter Et en oui, fait c'est ce qui me vient tout aux de suite personnes. en tête, c'est l'adaptation à la manière d'appréhender ce métier, ce rôle par l'autre arbitre avec lequel tu vas travailler. Parce que j'imagine que vous avez tous des manières bien différentes de vous adresser notamment aux joueurs, peut-être même dans j'allais dire, dans le langage corporel. Il y a des choses qui s'apprennent pour apaiser des tensions, notamment. Est-ce que c'est une situation évidente à gérer, le fait de pas trop connaître son collègue arbitre d'un match à l'autre? Alors c'est vrai que dans la division, on n'est pas très nombreux. Ouais. En première division, ici en France, on est un peu moins de 35. Donc on se connaît tous. Chaque année, en fait, on retrouve dans les formations, dans les stages ou sur le terrain, on retrouve toujours les mêmes collègues. Donc même si ça tourne, on se connaît, je ne vais pas dire par cœur, mais je connais le fonctionnement de la plupart. Et c'est assez facile, en fait, quand même, de travailler ensemble, malgré tout. Là, tu pars du coup demain en Turquie pour que les gens puissent bien se rendre compte de ce que tu vis au final. Ouais. Les matchs les plus impressionnants et importants que tu vis tout au long de l'année, là, ça représente combien de spectateurs dans des salles? Quelles sont les compétitions que tu arbitres? Donc en France, on est sur du 4 à 5 000 personnes par salle en moyenne. Ça peut monter à 8 000 sur des phases finales. Quand on joue à Bercy, ça peut être 16 000. Après, sur les Coupes d'Europe, puisque j'ai arbitré l'Euroleague pendant 15 ans, je fais la Champions League là, depuis presque 10 saisons. On est sur du 10 000 personnes, 12 000. Parfois, c'est monté jusqu'à 23 000. Ah ouais. Donc voilà, on arrive sur des salles combles. Alors, il y a 23 000 et 23 000 fans. Euh, c'est vraiment impressionnant parce que vous arrivez une heure et demie avant, ils sont tous là à chanter. Une heure et demie après le match, ils sont toujours là à chanter. Et, euh, et c'est vraiment, voilà, on est sur des ambiances stratosphériques en Europe. C'est pas des spectateurs au théâtre, quoi. Ce sont de vrais acteurs Non, du jeu. exactement. Et du coup, la C'est vrai. gestion du stress, ça nous permet d'avoir une passerelle. Euh, Est-ce qu'on arbitre de la même manière? Alors tu me diras très certainement que plus le niveau monte, j'imagine que toi, tu t'adaptes à ça. Mais est-ce qu'on arbitre de la même manière un match de troisième division à Kosad ou je ne sais quelle autre ville à Galatasaray en Turquie, quoi? Alors, moi, je dirais oui, parce que c'est ma façon de faire. Quand j'arbitre ma fille qui joue en U15 ou que j'arbitre à Galatasaray, en fait, je vais donner le meilleur de moi-même parce que les joueurs, quel que soit le match que l'on arbitre, les joueurs jouent le match de leur vie. C'est le match, en fait, où ils doivent réussir, ils doivent gagner, ils doivent être performants. Mm. Et que ce soit un joueur professionnel ou un gamin, en fait, voilà, il faut l'aborder de la même façon pour donner la meilleure chance, en fait, aux équipes de gagner et faire le moins d'erreurs possible. Après, l'enjeu n'est pas le même. C'est sûr qu'en Champions League, aujourd'hui, ben, l'enjeu, là, le match que je fais demain sera qualificatif pour les playoffs. Et, euh, et donc, forcément, quand on regarde l'enjeu qu'il y a derrière, pour nous, c'est plus important. Voilà, c'est ces matchs de très haut niveau. Mais pour les joueurs, voilà, pour tous les joueurs qui participent et qui jouent, c'est important pour eux aussi, quoi. Donc j'imagine que c'est source de stress pour eux, les joueurs, pour toi en tant qu'arbitre, et du coup ça peut générer potentiellement des conflits. Est-ce que tu as des petites choses comme ça, des tips que tu pourrais transmettre, notamment dans la gestion de conflits, alors que ce soit sur un parquet ou que ce soit en interne en entreprise ou en famille? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris avec le temps, quoi? Ouais. Oui, oui, pour gérer des conflits, déjà, il faut partir du principe que les personnes avec qui euh, vous êtes en communication peuvent être sur un niveau de stress aussi élevé. Donc, c'est à nous déjà de faire redescendre la personne. Le fait de parler calmement, posément, le fait de poser des questions. Moi, j'adore poser des questions parce que quand je pose une question à quelqu'un, déjà, elle écoute, il faut qu'elle réponde. Donc, même si elle est partie plus haut dans le niveau d'intervention, il va falloir qu'elle redescende. Et puis, je vais essayer de lui donner raison sur un point. Oui, tu as raison par rapport à ça. Mais là, est-ce que tu peux m'écouter si je te dis ça? Donc, essayer voilà, de se rapprocher de la personne, de se raccrocher à elle.
et de ne pas la laisser s'enflammer et partir dans les tours, comme ça peut arriver parfois. J'imagine. J'imagine. Et t'as un exemple comme ça à nous donner d'un conflit que tu aurais pu avoir et qui aurait pu mal tourner, et bien à un moment donné, voilà, il y a eu un rapprochement entre les deux parties et ça s'est finalement bien passé. J'ai une image en tête avec Pau Gasol, te concernant d'ailleurs. Ouais, Euh, belle image. Très très grand On voit, joueur de l'équipe d'Espagne que tu as eu la chance d'arbitrer. Et c'est vrai que il est impressionnant quoi, physiquement et quand il s'approche de toi sur la vidéo, tu sens qu'il est pas. pas content. Ouais. Il y a T'es pas des content exemples parce que comme ça. la décision que je prends à ce moment-là du match n'est pas la meilleure décision que j'ai prise dans le championnat d'Europe que j'ai arbitré. Et voilà, bon, il prend une faute sur un rebond, faute que j'aurais pu ne pas siffler. Il y a des fautes, en fait, il y a beaucoup de contacts au basket. On peut siffler, ne pas siffler. Là, ça aurait été mieux de ne pas siffler. Je prends la faute, il n'est pas content, donc il s'agace, il s'énerve. Le collègue arrive et gère la situation en mettant une faute technique, qui est une Ouais. sanction, en fait, assez sévère pour le joueur. Bon, voilà, ça calme un peu les esprits. Et en fait, le lendemain, je réarbitre pour Gasol. Et donc, il vient me voir à l'entre-deux. Et grand joueur, grand seigneur, en fait, il me dit, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Et il me prend la main et vraiment, on voyait que c'était sincère et voilà, il s'excuse de ce qui s'est passé Oui, et il on était. repart encore plus fort, en fait. Ouais. En général, c'est le cas. Il y a, Exactement. il y a une corrélation entre, parce tu dis arbitrer des amateurs ou des professionnels, pour toi, c'est la même chose, mais est-ce que pour eux, le fait d'avoir tout ce public, les caméras, les sponsors, des choses comme ça, est-ce que tu penses que ça peut, voilà, donner peut-être un peu d'énergie ou de l'énergie même négative à l'environnement du match? C'est sûr que les acteurs se servent de ça. Nous, si on siffle et qu'il y a une erreur, ils vont en profiter pour... ils vont venir surfer là-dessus, essayer de montrer à tout le monde que eux ont raison, que nous, on n'a peut-être pas raison. Ils savent qu'il y a des ralentis, qu'il y a des gros plans, des angles différents, et que une fois que l'erreur est sifflée, bah, c'est trop tard. Nous, on est dedans, on est dans la machine et la machine à laver. Et puis là, voilà, ça passe en boucle. Et ça peut même faire des polémiques parfois dans les journaux. On le sait, on est préparé à ça. D'où l'intérêt d'être performant et de faire le moins d'erreurs possible, ou en tout cas des situations qui ne sont pas ou conflictuelles ou qui n'amènent pas de polémique, et d'être préparé à ça. Mais ça se prépare psychologiquement et ça se fait de par le fait aussi que tous les matchs passent à la télé, aujourd'hui, tous les matchs que j'arbitre. Et donc je sais, en fait, il n'y a plus de surprise. C'est pas un coup de stress, le match va passer à la télé. Non, tous les matchs passent à la télé. Donc C'est on est devenu préparé à ça. normal dans ton quotidien aujourd'hui. Exactement. Et il y a quelque chose qui m'intéresse énormément dans les personnes que j'interviewe, et là tout à l'heure j'en ai une autre et, d'interview, et c'est un sujet qui m'intéresse. Est-ce que tu as un mentor? Alors quand je dis mentor, c'est peut-être une figure de motivation, alors que ce soit dans l'arbitrage ou pas hein, d'ailleurs, hein, mais est-ce que tu as quelqu'un qui te vient en tête comme ça quand je te dis mentor? Alors, sur le plan technique, on travaille avec des personnes, donc on peut s'inspirer de ce qu'ils vont nous apporter. Mais moi, j'ai jamais travaillé en fait en ayant un mentor ou une personne type qui va me guider. C'est plus, je vais prendre chez toutes les personnes avec qui je travaille, qui me paraissent être quand même dominantes et voilà, intéressantes par rapport à la relation qu'on va avoir avec. Je m'inspire de ce qu'elles ont de bon. Voilà, je prends tout ce qu'il y a de bon chez A, chez B, chez C, D, etc. Et pour me constituer en fait ben, l'enveloppe que moi je vais utiliser après. Donc c'est pas une personne que je suis en particulier, c'est plusieurs chez qui je prends le meilleur. Si tu devais nous donner comme ça ta plus belle réussite professionnelle, s'il y avait un événement marquant, quelque chose qui, à la sortie de ta carrière, reviendra pour toi. Ouais. Bon, bien sûr, il y a des compétitions comme des championnats d'Europe, des Coupes du Monde, il y a des finales de championnats de France, de Coupe d'Europe aussi, donc ça reste des très grosses rencontres. Mais je dirais que la réussite, c'est plus sur le long terme.
Je vais arrêter donc ma carrière internationale puisque j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Et c'est la limite d'âge qui fait que je suis obligé d'arrêter. Donc, c'est Mais ta de me dernière dire que année là. c'est ma dernière saison. Voilà. D'accord. Ouais, mes derniers matchs qui arrivent en 2025. Mais c'est de me dire que depuis 2000, où j'ai passé l'examen FIBA international, j'ai réussi à faire 25 ans au plus haut niveau, à arbitrer donc toutes ces rencontres. Il n'y en a pas une plus qu'une autre, mais d'être resté en fait 25 ans au plus haut niveau. Je pense que je vais dire, c'est ce qui me plaît le plus quand je me retourne sur le parcours. Il y a un événement, parce qu'on parlait de réussite, est-ce qu'il y a un événement, ce qu'on pourrait appeler une forme d'échec ou quelque chose qui s'y apparente, qui reviendra à la fin de ta carrière, voilà, quelque chose que tu aimerais revenir sur ça, sur cet événement, ou sur cette décision. Pas de. Alors, pour moi, l'échec, euh, à moins de couler, quand on est Oui. sur un bateau, si le bateau il coule, voilà, voilà, c'est fini, tout s'arrête. Mais si le bateau se brise en deux, mais qu'on reste sur une partie, sur une planche, et qu'on arrive à, malgré tout, à rester en vie, je pense que, voilà, moi je considère qu'il n'y a pas vraiment d'échec dans le parcours que j'ai fait. Il y a eu des moments, en fait, où des objectifs non atteints, mais je ne parle pas d'échec, je vais me dire, en fait, que là où ça n'a pas marché, ça m'a permis de faire autre chose, ça m'a réorienté vers une autre voie peut-être, vers d'autres compétitions, et au final, de me dire, ben, c'était pas un échec, c'est que j'ai réussi à construire ma carrière comme ça, et voilà, et avancer. En 2016, par exemple, j'ai arrêté l'Euroleague, voilà, j'ai été écarté de cette compétition, mais malgré tout, j'ai réussi à faire 10 ans en Champions League, donc je me dis, c'est pas un échec d'avoir arrêté l'Euroleague, ça m'a permis de faire autre chose. Bien sûr. Et donc, chaque fois, de me dire, je me rattache, en fait, tant que ça flotte, tant Oui. que j'arrive à faire du surf, parce que pour moi, arbitrer, c'est surfer. La pression que l'on a, en fait, lors des matchs, je l'apparente, en fait, à faire du surf. Quand on est sur une planche de surf, en fait, là où on surfe le mieux, c'est quand il y a beaucoup de vagues, quand on appuie sur la plage, qu'on met beaucoup de pression, qu'il y a de la houle, et c'est là où je vais mieux surfer. Si jamais il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues, et je reste inerte sur la planche, elle ne va pas bouger. Et donc, on peut tomber de cette planche, voilà, on peut tomber à l'eau, mais tant qu'il y a de la pression et que ça avance et qu'on se relève, moi, je considère en fait qu'il faut continuer. Une belle inspiration, ça. Très très belle inspiration. Ça veut dire que quel que soit l'événement, il faut s'en servir pour en créer un rebond. Exactement. Et peut-être même que ce rebond nous permettra d'aller encore plus loin. Parce qu'on aura Exactement. C'est comme appris. ça. Ouais. On aura appris. Ouais. C'est ça. En tant qu'arbitre aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner ton 5 majeur, les 5 joueurs que tu as arbitrés et qui peuvent parler à tous comme ça? Allez, je me lance sans favoritisme, hein, mais Non, jamais. parmi ceux que j'ai, parmi ceux que j'ai arbitrés, ouais. Parmi bon, quelques stars que j'ai vu passer. Allez, je vais mettre Tony Parker à la main. À l'aile, je vais mettre allez, Marine Joannès, une fille, parce que c'est une fille exceptionnelle. Et voilà, j'ai pas envie de mettre que des garçons, j'ai envie de me dire aussi, il y a des filles qui le méritent, Ah ben et comme Marine en tout, fait hein, partie. bien sûr. Nico Batum, parce que ça reste pour moi quand même un des plus grands joueurs pareil qui a duré dans le temps et qui a réussi des exploits avec l'équipe de France. Après, je mettrai Doncic et Antetokounmpo. Et après, ben, dans les remplaçants, je mets Pogazol, Bodiroga, Spanoulis. Voilà, je fais une belle petite équipe avec Oui. qui, Ça nous qui on fait un peut 5 s'amuser, je pense. majeur, 5 majeurs plus le banc, quoi. Plus le banc. Tu veux, tu peux coacher, Alexandre. Il n'y a pas de souci. Ah, coacher, je sais pas, mais en tout cas, admirer sur un terrain, c'est sûr. C'est sûr. La plus belle ambiance que tu as eu à vivre en tant qu'arbitre? Il y a des ambiances sympas en France. On a Limoges, on a Le Portel, Eh oui, que tu connais. Voilà, où ça chante. le Portel, le SSM. Ouais. Voilà, des ambiances assez chaudes, mais qui restent correctes, hein. Malgré tout, au basket, souvent, c'est plutôt correct. Après, les ambiances chaudes en Europe, c'est la Grèce et la Turquie.
et la Serbie. Et je pense que la Serbie, à Belgrade, partisans, c'est 11 000 12 000 fans, mais vraiment fanatiques de basket. Donc ça bouge. Le Red Star, aujourd'hui, il joue dans des salles, donc 20, 22, 23 000 personnes. Et ouais, ouais, c'est assez tendu quand on va là-bas. C'est chaud bouillant. Le plus grand match, celui qui te reviendra en tête le jour du dernier coup de sifflet. Alors, le jour du dernier coup de sifflet, alors il y a plusieurs matchs qui reviennent, mais un qui m'a marqué particulièrement, c'est la première finale que j'ai sifflée en 2003, la finale du championnat de France. Voilà, je suis parti à Pau arbitrer et ma famille était là. Annelise, ma femme, était enceinte d'Apolline de 6 mois, donc beaucoup d'appréhension pour moi, non pas par rapport au match. Et c'est là où on voit que la gestion du stress, quand on est habitué, ben, le match, ça roule, hein, on est préparé. Mais de me dire, c'était au mois de juin, il faisait 35 degrés dans ce palais des sports. Je me disais, mais ma femme, comment elle va faire pour tenir jusqu'au bout pendant 2 heures avec cette chaleur, ce bruit, voilà, l'intensité du moment. Et bon, voilà, ça s'est bien passé au final, mais c'est vrai que ça reste un moment gravé dans ma mémoire. Ma maman était là aussi pour assister au match. Donc voilà. Mais après, beaucoup de rencontres, en fait, restent des moments très particuliers. Et là, il faudrait plus que 30 minutes pour en parler, je pense. Oh bah, on peut se faire un numéro 2 hein, si tu veux. Ouais, avec plaisir. Là, tu nous dis que du coup, une carrière pro européenne s'arrête cette année du fait que tu es dépassé des 50 ans. Est-ce que sur le plan national, tu as vocation à continuer encore 5, 10, 15 ans? C'est qui décide? C'est le corps? C'est le moment d'une retraite? C'est quoi exactement? Oui, ça peut être des opportunités aussi dans la formation ou dans l'arbitrage de passer à autre chose. Aujourd'hui, moi, je me sens bien sur les terrains. Physiquement, tout va plutôt bien. Donc, c'est vrai que le corps, à un moment, des blessures à répétition ou peut-être des problèmes musculaires ou de la fatigue ou le corps qui dit stop parce que partir 2 fois par semaine avec tous les entraînements physiques à côté, ça peut être, à un moment, ça peut être contraignant pour le corps. Là, pour l'instant, ça va. Mais bon, je me prépare petit à petit à mon âge à peut-être passer de l'autre côté de la barrière. Petite question un peu humoristique. Si tu avais une table de 5 personnes, tu as le choix sur qui tu veux, sur tes invités, où tu es sûr de passer une bonne soirée. Arrosé ou pas, hein, je ne juge pas. Mais voilà, tu constitues une table de 6, tu es le sixième, et donc tu as 5 personnes autour de toi. Qui tu mettrais autour de la table? Alors, je vais mettre Alexandre et Guillaume, mes deux potes d'enfance, euh, sûr de passer une excellente soirée avec eux. Eric et Florent, qui sont deux potes, pareil, que j'ai rencontrés dans le basket, avec qui les débats sont animés. Et voilà, on rigole énormément. Et autour de cette table, je pense qu'il y a quelques bouteilles qui circuleraient. En effet, je ne dirais pas dans quel sens, mais il y en a certains qui se serviraient peut-être un petit peu. Euh, et sur la cinquième chaise, bah, je vais mettre Annelise, ma femme, avec qui j'adore passer du temps aussi. Bah, ça me permettra de passer la soirée avec elle, de partager ce moment, de lui montrer en fait mes potes, et enfin, qu'elle connaît aussi, hein, mais voilà, de partager le moment avec elle, parce que bah, voilà, c'est comme ça que je vois les soirées entre amis, avec Annelise aussi. C'est chouette, c'est chouette. Euh, Et alors, et j'aimerais rajouter, mais je pense qu'il y a de la place, si on se sert un peu pour mettre une sixième chaise, et rajouter mon frère, voilà, que je vois pas souvent, du coup, ça serait l'occasion de passer du temps avec lui. donc ça prévoit une bonne soirée. T'as prévu de la faire ou pas? Il va falloir Il va falloir, 50 ans, alors ça s'arrose, maintenant que c'est capté. et c'est ça. Sur le plan national et européen, aujourd'hui, combien d'arbitres français sont sous le statut professionnel?
Alors, professionnel, sur le plan européen, je suis le seul réellement professionnel. D'accord. Mais ceux qui officient en Euroleague ou en Champions League, la plupart aujourd'hui ont des statuts qui s'approchent, en tout cas, d'un professionnalisme. Ça veut dire que, ou ils n'ont pas d'activité à côté D'accord. pour se consacrer pleinement, en fait, à l'arbitrage, mais sachant qu'il n'y a pas de contrat pour eux aujourd'hui, malgré tout. Donc, ils sont rémunérés au match. Mais C'est ça une reste quand même prestation, oui, ce sont des prestations, ça reste quand même un moyen d'être rémunéré. bien sûr. Euh, donc la plupart, en fait, font en sorte, en tout cas, d'être libres et assez disponibles parce que une semaine, on l'a dit tout à l'heure, c'est 5 jours de déplacement. Donc, voilà. Trouver un employeur avec ces conditions-là, c'est toujours assez compliqué. Encore une fois, super transition. Au final, est-ce qu'il y a une forme de précarité lorsqu'on est arbitre et qu'on est soumis finalement à une potentielle blessure? Je pense notamment à une blessure importante que tu as eue il y a moins de 4 ans, 4 ou 5 ans. Ouais, 3 ans et demi, Euh, 4 ans. Ouais, Pardon? ouais, 3 ans après le Covid. 3 ans, juste après le Covid. Ouais, Tu avais une très grosse blessure. Il me semble que tu avais eu le euh, ménisque. le ménisque hein, est-ce qu'on se prépare à ça? Est-ce qu'on a des assurances spéciales? Est-ce qu'on prépare en faisant peut-être de l'investissement? Comment vous vous préparez, vous, en tant qu'arbitre, à tout ça? Alors, pareil, c'est une très bonne question. Moi, ça fait déjà 7 ans, je pense, que j'ai une assurance pour la partie internationale avec un courtier ici à Montauban, Denis d'ailleurs, que j'embrasse au passage, Denis BD, qui fait que cette assurance me couvre en cas de pépin physique. Et ça a été le cas pendant quelques mois suite à la blessure au ménisque. Et donc oui, il vaut mieux se couvrir pour assurer des risques par rapport aux prestations en fait que l'on fait. Parce qu'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de, sur le plan européen, il n'y a pas de contrat. Donc ça s'arrête aujourd'hui, il n'y a plus d'activité. Bien sûr. Donc l'activité est assez précaire, en effet, en cas de blessure. Et est-ce qu'on se prépare aussi, finalement, comme beaucoup de Français, à se dire: «Bon, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Est-ce que la retraite, je vais, en avoir une?» Tout simplement, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le sujet, j'ai l'impression, sur tous les comptoirs de France et de Navarre. Est-ce qu'on se prépare en investissant, notamment? Soit on vit au jour le jour, comme font certains Français, soit on anticipe. Et moi, j'ai fait le parti, en fait, d'anticiper un petit peu. Et avec Annelise, voilà, quand on était à Dunkerque et que je Mmh. travaillais à Lille, déjà, on s'était posé la question peut-être d'acheter un appartement. C'était 2003, c'était une bonne période pour investir à l'époque. Et on ne l'a pas fait parce qu'on était expatriés. On s'est dit, on va repartir dans le sud, ce qui a été le cas ensuite. Et arrivé dans le sud, de suite, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour, en effet, assurer une partie, alors, soit la retraite, soit la pré-carrière par rapport à Oui, l'arbitrage. Voilà, qui pouvait s'arrêter en cas de blessure ou en cas de choix aussi. Et de se dire, même si j'ai une activité salariée, ça permet d'avoir un complément et aussi pour assurer peut-être un complément pour les études des enfants. Mais c'est vrai qu'il faut l'anticiper. C'est pas quand les enfants ont 20 ans qu'il faut se dire, ah, ils vont être étudiants et je vais mettre quelque chose en place. Alors, c'est jamais trop tard. Pour investir, c'est jamais trop tard. Enfin, mais c'est toi peut-être qui va aussi en parler, mais il n'y a jamais de. Voilà, c'est bien de le faire et c'est jamais trop tard. c'est jamais trop tard à partir du moment où on a un objectif. Parce qu'investir, c'est un bien grand mot, mais derrière, il faut y poser un objectif et un peu comme tout, hein, au final, que lorsqu'on fait un régime alimentaire ou un programme sportif, c'est un peu le même sujet finalement, ça a pas les mêmes vertus, mais c'est un peu le même sujet. Il faut mettre en place un cahier des charges et le pourquoi on le fait et l'objectif à atteindre. Donc notamment, par exemple, tu parlais des enfants. Moi, c'est un sujet que j'aborde énormément avec mes clients. Souvent, ils me disent: «Oui, mais moi, investir, j'ai pas envie de m'enrichir, c'est pas moi, je vous demande pas de vous enrichir». L'idée, c'est de préparer un événement qui va être marquant pour une famille, un enfant qui part faire ses études, alors que ce soit en France ou en Europe, hein, dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on parle même plus finalement d'études à côté de chez soi, quoi. Beaucoup de gens ont des enfants qui partent en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et tout ça nécessite
que ce soit pour vous, arbitre, joueur aussi, parce que je vais accueillir des joueurs avec qui je vais en parler. Ça nécessite une préparation et c'est un sujet qui est important, quoi. Et pour surfer sur ce que tu dis, quand j'ai commencé donc l'immobilier à Toulouse en 2004, les premiers locataires que j'avais Ouais, étaient tous ou toutes des étudiants et étudiantes français, voilà, qui ouais. étudiaient à Toulouse. Et depuis, j'ai vu l'évolution à Toulouse. Beaucoup d'étudiants étrangers sont arrivés, Ah, ouais. de plus en plus. Et donc, j'ai assisté un peu à cette mutation où, comme tu dis, les étudiants voyagent beaucoup sur la planète. Et donc, ben, nos enfants peuvent être amenés aussi à partir à l'étranger, ou pas, mais il n'y a pas Bien de sûr. règle pour ça, mais ça peut arriver. Non, bien sûr. Et c'est pas forcément les loyers hein, qui à terme tomberont. Peut-être qu'on devra vendre avant, récupérer le capital, et ce capital permettra bah, de payer les études, effectivement, le permis, la première voiture, ou aussi c'est une donnée sur laquelle qu'on parle pas suffisamment, à mon sens, c'est qu'il y a aussi ce papy boom, euh, tous ces, euh, tous ces boomers des années 50 qui sont aujourd'hui des grands-parents et qui ben, vont avoir besoin de l'aide de leurs enfants, notamment pour voilà, avoir de l'assistance médicale, payer un EHPAD par exemple. Et c'est vrai que tout ça n'est pas trop, je trouve, pas suffisamment pris en considération par les gens, quoi. Ouais, complètement. Euh, je vais te demander une chose, et je vais la poser la question à tous les invités. Si tu devais me conseiller une seule personne à interviewer, alors pas forcément dans ton domaine d'activité, hein, ça peut être une personne que tu connais, euh, du monde de l'entreprise, une personne qui n'a rien à voir avec le monde du sport, quelqu'un dans la politique, par exemple. Voilà. Est-ce que tu aurais une personne avec qui tu me verrais créer cette interview? Je pense à Florent, mon pote, Florent Hacker. D'accord. Oui. Euh, Parce que c'est un symbole, bien sûr, il y aurait plusieurs personnes que je te conseillerais. Et Florent, en fait, donc, ben, c'était un collègue arbitre qui a stoppé l'activité d'arbitrage aujourd'hui. C'est un choix, hein, il est plus jeune que moi, et puis il a décidé d'arrêter un peu plus tôt. Mais Florent, en fait, il s'est lancé un petit peu dans l'immobilier il y a quelques années, et j'ai réussi à le convaincre. Parce que, en fait, je suis un peu on va dire, le porte-parole de l'immobilier au travers de mes collègues arbitres. J'essaie de leur faire comprendre, pour ceux qui ne sont pas initiés, l'intérêt d'investir, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Flora, en fait, eh ben, il m'a écouté et c'est quelqu'un en fait, de très ouvert, très bienveillant, très abordable, avec qui j'adore discuter et voilà, qui t'apporterait, je pense, son point de vue qui est complètement différent du mien et ça peut être intéressant de voir son parcours aussi. Il a un parcours assez atypique et donc ça peut être intéressant. C'est quelqu'un qui a été joueur de basket avant tout, qui a ensuite arbitré. Donc voilà, c'est déjà un parcours un peu atypique Là, il a les deux facettes du métier, quoi. complètement. Pas du domaine, Voilà. pardon. Et là, il travaille chez Airbus et bon, il était dans un service et puis il a changé de service pour travailler. Si tu l'invites, en fait, il pourra t'expliquer ce qu'il fait. C'est très, très passionnant. Eh ben, je lance l'invitation du coup à Florent, c'est ça? Parfait. Je vais lui lancer l'invitation et on verra ce que Et donne. il a intérêt à venir. Tu sais, en parlant d'IMO, que tu es toujours mon record. Je ne savais pas. D'accord. Eh, toujours, toujours, toujours. J'ai rencontré Nicolas pour la petite histoire il y a un peu moins de 8 ans. Il y a 8 ans, ouais, il me semble. Et on s'est rencontrés je sais pas, j'étais au téléphone le matin, on s'est vu le lendemain. Même Et pas. même Plus tôt. pas, À 11 plus tôt, heures, tu m'appelles. 11 heures, tu 11 heures. m'appelles. J'avais mis une annonce. Entre midi et deux, on se voit et à 14h30, l'appartement est vendu. Ça, c'était assez incroyable. Et tu es toujours un record. Alors, je t'avouerai que depuis, je cours moins vite. D'accord. Quelques kilos de plus et un peu plus de fatigue avec les enfants, donc forcément, Mais à l'époque, c'est allé très très vite, effectivement. C'était assez marrant. Donc la Ouais. rencontre s'est faite comme ça. Si les gens se posent la question de où on se connaît avec Nico, c'est lié à cette vente éclair
d'un studio en plein centre-ville de Toulouse. C'est ça, rue Riquet, plus précisément, je me rappelle bien. Et par la suite, après, je t'ai fait confiance sur d'autres biens que tu as vendus, pareil, très rapidement. Puis tu m'en as fait acheter aussi. Donc, Aussi. c'est vrai que voilà, il y a une confiance qui s'est établie entre nous et qui dure depuis quelques années, en effet. Et voilà, et qui fait que ben, je pense que tu es une personne, en fait, qui connaît son métier, qui le fait avec plaisir et qui fait en sorte Et que ben, nous, les clients, après, on puisse s'y retrouver aussi. Et ça, c'est super, quoi. en tout cas, si je pouvais avoir que des Nicolas, ce serait parfait. Voilà. C'est gentil. Merci Nico pour cet Avec plaisir. entretien, pour ton temps qui est précieux, j'imagine. Tu as un déplacement demain, c'est ça, ton actualité? Voilà, je Tu pars en pars en Turquie Turquie pour inviter en quel Turquie. match, arbitrer quel match? Manissa contre FMP, une équipe de l'Est. Ça va être chaud bouillant. Alors, je pense que comme demain se joue, en fait, c'est le dernier tour de la phase régulière et les deux équipes peuvent potentiellement se qualifier pour ensuite les playoffs. Donc, ouais, ça va Il va y jouer. avoir du fight. Merci Nicolas. Avec plaisir, Passe Alex. une bonne journée et à très bientôt. Et on s'écrit par rapport à Florent pour que je puisse lui Parfait, envoyer une invitation. on fait Merci ça. beaucoup. Ciao, ciao. Salut, Alex.